Le bébé du millionnaire veuf pleurait sans cesse dans l'avion. Le son strident résonnait dans l'étroit couloir, résonnait entre les sièges et fendit l'air comme s'il était inéluctable. Les passagers levaient les yeux au ciel, certains soufflaient bruyamment d'impatience. D'autres tentèrent de masquer leur malaise en se cachant dans leurs écouteurs. Mais aucune musique, aucun film, aucun livre ne pouvait couvrir ces cris, emplis de douleur, de besoin, de quelque chose qui semblait plus grand que l'instant lui-même. Et au centre de tout cela, assis en première classe, un homme que le monde connaissait comme un symbole de pouvoir et de richesse, se recroquevillait dans un malaise qu'aucune somme d'argent ne pouvait résoudre. Le millionnaire veuf, propriétaire d'une fortune estimée à des milliards, connu pour ses hôtels particuliers, ses entreprises et ses dîners de gala, était désormais réduit au rôle le plus humain, celui d'un père désespéré devant son fils inconsolable. Il ne savait plus quoi faire. Il l'avait bercé, offert le biberon, tenté des mots de réconfort, mais rien n'y faisait. Le bébé pleurait sans cesse, de plus en plus fort, de plus en plus désespéré, comme s'il réclamait non seulement la faim ou le sommeil, mais quelque chose de bien plus profond, peut-être l'absence de sa mère, l'absence de cette figure qui n'était plus là. Et là, je veux que vous vous mettiez à la place de celui qui regarde cette scène. Imaginez-vous dans cet avion, entendant les pleurs incessants, sentant l'impatience se répandre dans la pièce. Que feriez-vous? Ressentiriez-vous de la compassion, de la colère? Regarderiez-vous le millionnaire en pensant « Il a tout, mais il ne peut pas gérer ça ». Écrivez le mot « empathie » dans les commentaires si vous pensez que dans des moments comme ceux-ci, ce dont nous avons le plus besoin, ce n'est pas de jugement, mais de compréhension. Profitez-en et abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, car cette histoire vous captivera du début à la fin, et vous ne voudrez manquer aucun détail. L'avion poursuivait sa route, le rugissement de ses moteurs contrastant avec les pleurs persistants. À chaque minute qui passait, le millionnaire semblait davantage perdu. Lui, autrefois capable de décider de l'avenir des entreprises d'un claquement de doigts, se retrouvait désormais impuissant face à un bébé de quelques mois seulement. Le contraste était dévastateur. L'homme habitué au contrôle absolu, assis dans un siège en cuir moelleux entouré de luxe, mais totalement incapable de faire taire la douleur de son propre enfant. Et il y avait autre chose, la solitude. Depuis la perte de sa femme, celle que tout le monde décrivait comme élégante, aimante et l'âme de son bonheur, il n'avait plus jamais été le même. Le bébé, désormais son seul lien avec elle, était aussi son plus grand défi. L'élever seul était un combat quotidien qu'il n'était pas prêt à affronter. Dans cette cabine d'avion, la douleur de l'absence de sa mère semblait hurler avec celle de son fils, rappelant à tous qu'il existait des blessures qu'aucune fortune ne pouvait guérir. Les passagers observaient du coin de l'œil. Certains étaient agacés, d'autres désolés, mais personne ne réagissait. Jusqu'à ce que, parmi tous ces gens, une silhouette discrète se dessine. Assise quelques rangées plus loin, une femme timide observait la scène en silence. Personne ne remarquait sa présence. Elle était de ces personnes qui se fondent dans le décor, qui semblent invisibles. Son regard pourtant disait le contraire. Tandis que les autres jugeaient, elle observait avec compassion. Tandis que d'autres prenaient leur distance mentale, elle ressentait le besoin de s'approcher. Cette femme n'avait ni l'éclat des bijoux coûteux ornant certains passagers, ni l'attitude hautaine des cadres assis autour d'elle. Elle était simple, discrète, presque effacée. Mais derrière sa timidité se cachait quelque chose que personne ne voyait, une force, tranquille. Le courage qui n'émerge que lorsque la vie nous offre l'occasion d'agir de manière extraordinaire. Et le plus intéressant, c'est la façon dont le cerveau humain réagit dans de telles situations. Les neurosciences expliquent que notre instinct naturel est d'éviter l'inconfort. Lorsqu'on entend un bébé pleurer, on pense souvent d'abord à comment échapper à l'inconfort. Mais certaines personnes sont différentes. Leurs neurones miroirs, responsables de l'empathie, s'activent intensément, transformant la douleur de l'autre en la sienne. Cette femme timide était l'une de ces rares personnes. Tandis que d'autres cherchaient à s'échapper, elle a ressenti le besoin d'intervenir. Le millionnaire, lui, était épuisé. Ses mains tremblaient, son regard était empreint d'un mélange de honte et d'impuissance. Il sentait les jugements fuser de toutes parts, comme si chaque regard était une accusation. « Tu ne sais pas être père, tu n'es pas à la hauteur. » Et pour la première fois depuis longtemps, il se sentait petit. Non pas par manque d'argent ni par manque de pouvoir, mais par manque de réponse. Et c'est à ce moment-là que l'histoire commence à basculer. Car c'est au moment où on s'y attend le moins
que les plus grands rebondissements se produisent. Cette femme timide, qui jusque-là n'était qu'un visage parmi tant d'autres, s'apprêtait à accomplir quelque chose que personne n'imaginait. Quelque chose de si simple et pourtant si marquant qu'il allait transformer non seulement ce voyage, mais aussi la vie de ceux qui en furent témoins. L'avion poursuivait sa route, volant au-dessus des nuages, tandis qu'à l'intérieur, les regards se croisaient en silence, partagés entre irritation, curiosité et impatience. Et, au cœur de tout cela, le bébé pleurait, inconsolable, comme s'il demandait au monde entier une réponse que personne ne semblait vouloir donner, jusqu'à ce qu'un mouvement inattendu se produise, avant que cet avion ne file vers sa destination, avant que le bébé ne pleure sans cesse et ne révèle le côté le plus vulnérable d'un homme apparemment inaccessible. Il y avait une histoire que peu connaissaient, car derrière le titre de veuf millionnaire se cachait un être humain couvert de cicatrices. Ceux qui le voyaient dans les magazines économiques ou les journaux à scandale ne voyaient que le bon côté des choses, l'entrepreneur visionnaire, l'homme qui transforma un petit héritage en empire, l'hôte de dîners prestigieux, le propriétaire de yachts et de villas. Mais aucune de ces descriptions ne rendait justice à la vérité. En vérité, il n'a jamais voulu se définir uniquement par la richesse. L'argent était le fruit d'un esprit agité, d'une discipline quasi militaire, d'un désir de faire ses preuves. Pourtant, la vie lui avait coûté cher, l'absence de sa femme. Sa mort avait laissé une marque si profonde que, malgré tout ce luxe, son monde lui semblait gris. Et pire que perdre l'amour de sa vie, c'était de réaliser qu'il était désormais seul pour élever son jeune fils. Les jours qui suivirent la perte furent flous. Les couloirs du manoir, autrefois emplis de rires et de pas précipités, devinrent silencieux, froids, presque étouffants. Le berceau dans la chambre de l'enfant semblait plus grand que le salon lui-même. Chaque cri, chaque petit rire, chaque regard innocent du bébé était à la fois une raison de continuer et un douloureux rappel de ce qui lui avait été arraché. Il essayait chaque jour d'être à la fois père et mère, mais le fardeau était trop lourd. Le millionnaire qui avait toujours tout contrôlé ne pouvait contrôler ce qui comptait le plus, l'absence. Il pouvait engager des nounous, des infirmières, des éducateurs, des psychologues. Il pouvait s'acheter des jouets coûteux, des voyages luxueux, des expériences exclusives, mais il ne pouvait racheter l'étreinte de sa mère. Et cela le tourmentait. Il se sentait inadéquat, incomplet, incapable de donner à son fils ce dont il avait le plus besoin. C'est pourquoi les pleurs à l'intérieur de l'avion lui faisaient encore plus mal. Ce n'était pas seulement du bruit. C'était un cruel rappel de son échec. Chaque larme de l'enfant semblait traduire la question qu'il redoutait le plus. Pourquoi n'est-elle pas là? Et malgré tous ses efforts, il n'y avait pas de réponse. Il la berçait, lui offrait un biberon, murmurait des mots réconfortants, mais au fond de lui, il était certain que ce n'était pas suffisant. Les passagers l'ignoraient. Pour qu'eux, il n'était qu'un millionnaire, vêtu d'élégants vêtements, bénéficiant d'un siège en première classe et de ressources infinies. Certains se demandaient comment un homme qui a tout peut-il ne pas être capable de contrôler les pleurs d'un bébé. Mais la vérité que seuls ceux qui ont perdu un être aussi important comprennent, c'est que, quelle que soit l'ampleur de nos souffrances, il existe des souffrances qui ne peuvent être ni achetées ni guéries. Il y a des blessures qui restent ouvertes même quand le monde nous croit déjà guéris. Ses yeux étaient fatigués, pas seulement à cause du voyage, mais aussi à cause des nuits blanches. Le bébé se réveillait au milieu de la nuit, pleurant, cherchant une présence qu'il ne trouvait pas, et lui seul arpentait la pièce sombre, berçant cette petite vie, essayant de cacher ses propres larmes. Aux yeux du monde, il était toujours le millionnaire sûr de lui et imbattable, mais intérieurement, il n'était qu'un homme brisé, essayant de recoller les morceaux d'une vie qui n'avait plus de sens. Et là, en regardant cette scène, j'aimerais susciter une réflexion. Combien de fois avez-vous regardé quelqu'un de loin, à en juger par son apparence, sans imaginer la douleur qu'il portait en lui? Combien de fois avez-vous cru que la richesse, le statut ou le pouvoir suffisaient à protéger quelqu'un de la souffrance? Écrivez le mot « force » dans les commentaires, si vous croyez que nous sommes tous, quelles que soient nos possessions, faits de fragilité qui nous rendent égaux. Au fond de lui, le millionnaire savait qu'il avait besoin de ce voyage. Ce n'était pas seulement un engagement professionnel, mais une tentative de nouveau départ. Il voulait croire que le temps pouvait guérir, que de nouveaux horizons apaiseraient la douleur. Mais c'était sans compter que le bébé, innocent et fragile, portait en lui le même désir. Les pleurs n'étaient pas seulement physiques, c'était l'expression d'un vide partagé.
père et fils, côte à côte, unis non seulement par le sang, mais par l'absence de la même femme. Et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé dans cette cabine, fixant avec impatience des dizaines de passagers complètement exposés. L'homme qui autrefois négociait des millions d'une simple poignée de main ne savait plus quoi faire de son propre fils. Et c'était peut-être là, au fond, le plus grand contraste. La vie, avec sa cruelle ironie, montrant que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle des entreprises, mais dans la gestion de l'inattendu, de l'humain, de la fragilité. Ce que personne ne savait, c'est que dans cette même cabane se trouvait quelqu'un capable de voir au-delà des apparences. Quelqu'un qui ne verrait pas seulement le millionnaire, mais aussi le père. Qui ne percevrait pas seulement les pleurs irritants, mais aussi l'appel silencieux à l'aide. Quelqu'un qui semblait invisible aux yeux de tous, mais qui allait bientôt commettre l'impensable. L'avion continuait de fendre le ciel à une vitesse constante, mais à l'intérieur, le temps semblait suspendu. Les cris du bébé se propageaient comme une vague insistante, emplissant chaque recoin de la cabine. Impossible de s'échapper. Les moteurs rugissaient bruyamment, mais malgré cela, le bruit ne suffisait pas à couvrir le cri aigu, répétitif, presque hypnotique, et l'atmosphère, qui aurait dû être paisible pendant un voyage de plusieurs heures, devenait de plus en plus suffocante. En première classe, où tout est conçu pour un confort absolu, siège large, éclairage tamisé, vin servi dans des verres en cristal, le contraste était saisissant. Les passagers qui avaient déboursé des fortunes pour profiter du silence et de l'exclusivité étaient désormais confrontés à une réalité inattendue, un bébé inconsolable qui transformait le luxe en inconfort. Chaque regard exprimait l'impatience, chaque geste révélait une lutte silencieuse entre le désir de respecter l'étiquette et l'envie de se plaindre. Certains tentaient de le cacher. Ils mettaient des écouteurs et montaient le son de la musique, mais leurs regards disaient vrai. Ils croisaient d'autres regards et échangeaient des messages silencieux de malaise. D'autres ne cherchaient pas à dissimuler leur irritation. Ils soupiraient bruyamment, secouaient la tête en signe de désapprobation et changeaient de position comme s'ils cherchaient un endroit imaginaire où leurs larmes ne les atteindraient pas. L'atmosphère était au jugement collectif, mais personne n'avait le courage de dire quoi que ce soit à voix haute. Et au milieu de cette atmosphère tendue, le millionnaire se recroquevilla encore plus profondément dans son fauteuil. L'homme, habitué à dominer les salles de réunion, semblait désormais un étranger sur son propre territoire. Son regard exprimait des excuses silencieuses, mais implorait aussi sa compréhension. Le bébé se débattait dans ses bras, le visage rouge, ses sanglots entrecoupés de cris, ses poings serrés de pure frustration. Cette scène était claire. Il n'y avait aucun contrôle. L'avion, en tant qu'espace clos, a intensifié la tension. Il est curieux de voir comment la psychologie explique cela. Dans les environnements confinés, le malaise collectif augmente, car il n'y a aucune issue. Les gens se sentent piégés sans alternative, et le malaise s'intensifie. C'est comme si chaque passager ressentait personnellement les pleurs, portant ce son en lui, sans aucun endroit où s'échapper. Et là, imaginez-vous dans cette situation. Vous êtes assis, l'avion décolle, tout semble normal. Soudain, les pleurs commencent. 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure. Que ressentiriez-vous? De la colère, de la pitié, du désespoir? Écrivez le mot « avion » dans les commentaires si vous avez déjà vécu une expérience similaire et si vous savez à quel point chaque minute dans cette situation semble une éternité. Les hôtesses de l'air s'affairaient, tentant de maintenir le calme. Certaines s'approchèrent du millionnaire pour lui proposer leur aide, mais il se contenta de secouer la tête comme pour dire « Il faut que je trouve une solution tout seul ». Ses pleurs étaient plus qu'une nuisance. C'était un cruel rappel de sa condition, un père veuf, s'efforçant de se suffire à lui-même, mais se sentant toujours incompétent. Et à mesure que les minutes passaient, la tension montait. Le bruit du bébé se mêlait au bruit des biberons qu'on ouvre, au glissement des plateaux dans les allées, aux annonces de sécurité, résonnant dans la sono. Mais rien de tout cela ne pouvait masquer le malaise. C'était comme si l'avion tout entier avait cessé de respirer, attendant que quelque chose, n'importe quoi, arrive pour mettre fin à cette souffrance. Les visages étaient un spectacle à voir. Une dame élégante, portant des bijoux discrets, ferma les yeux et murmura quelque chose qui ressemblait à une prière. Un cadre fronça les sourcils et tambourina des doigts sur l'accoudoir de son fauteuil, incapable de dissimuler son impatience. Un jeune couple, apparemment en lune de miel,
échangea des regards entendus, essayant de rire, mais souhaitant intérieurement que le bruit cesse. Chacun réagit différemment, mais tous, sans exception, furent touchés. Et le bébé, inconscient de tout cela, continuait de pleurer. Ce n'était pas seulement la faim, ce n'était pas seulement le sommeil, c'était un cri profond, comme venant de l'absence, du manque de quelque chose qui ne pourrait jamais lui être rendu. C'était comme si l'enfant ressentait, même sans le comprendre, l'absence d'une présence essentielle. Et ce cri innocent résonnait non seulement dans les oreilles de chacun, mais aussi dans les cœurs, même si personne ne voulait l'admettre. C'est dans ce contexte que la femme timide commença à se démarquer. Jusque-là, invisible, elle semblait n'être qu'une passagère parmi tant d'autres. Assise au fond, elle observait en silence. Son regard ne reflétait pas la colère, mais l'empathie. Il ne jugeait pas, juste la compréhension. C'était comme si elle était la seule dans cet avion à voir au-delà des pleurs. Là où tous les autres voyaient de l'inconfort, elle percevait le besoin. Là où tous les autres voyaient du bruit, elle entendait une supplication. La cabine entière semblait plongée dans une bulle de tension, et cette bulle ne faisait que grandir. Il fallait que quelque chose arrive, et c'était sur le point d'arriver, mais d'une manière que personne, absolument personne, n'aurait pu prévoir. Elle était là depuis le début du vol, mais presque personne ne l'avait remarqué. Cette femme timide était de ces présences qui semblent se fondre dans l'environnement, qui n'attirent l'attention ni par leurs vêtements, ni par leur voix, ni par leurs gestes amples. Assise sur un siège latéral, les mains jointes sur les genoux et les yeux rivés sur le hublot, elle semblait plus soucieuse de ne déranger personne que d'être remarquée. Ses cheveux tombaient discrètement sur son visage, comme un rideau protecteur contre les regards indiscrets. Elle était invisible, jusqu'à ce que la nécessité la place au cœur de l'histoire. Tandis que tous les passagers réagissaient avec impatience, elle observait. Son regard était empli non pas de jugement, mais d'empathie. Chaque fois que le bébé pleurait plus fort, elle sentait un nœud dans sa poitrine, comme si le son lui transperçait l'âme. C'était comme si elle entendait quelque chose au-delà du bruit, la douleur d'un être fragile, le combat silencieux, d'un père perdu, l'absence d'une mère absente. Elle ne voyait pas seulement de l'inconfort, elle voyait de l'humanité, et ce regard apparemment banal cachait une vie de silence. La femme timide savait bien ce que c'était que de vivre en marge. Elle s'était habituée à être la deuxième voix dans la pièce, à éviter les disputes, à baisser les yeux quand quelqu'un parlait plus fort. Elle avait appris très tôt à se faire petite, à prendre le moins de place possible. Mais en elle, il y avait toujours eu une sensibilité que personne ne semblait remarquer. C'était précisément cette sensibilité qui, face aux pleurs du bébé, pulsait avec plus de force. Elle regarda le millionnaire et vit quelque chose que les autres ignoraient. Ce n'était pas l'homme riche dont on parlait, ce n'était pas le puissant homme d'affaires qui avait parcouru le monde, c'était juste un père, seul, perdu, qui tentait désespérément de calmer son fils. Et cette vision éveilla en elle quelque chose qu'elle-même ne pouvait expliquer, un courage qui contrastait avec sa timidité. Il est curieux de voir comment la psychologie explique qu'en temps de crise, des personnes considérées comme discrètes, voire invisibles, puissent endosser des rôles inattendus. Face à la souffrance d'autrui, le cerveau humain active des mécanismes que nous appelons neurones miroiriles, nous font ressentir la douleur d'autrui comme si c'était la nôtre. Dans son cas, ces neurones semblaient en feu. Chaque sanglot du bébé résonnait dans sa poitrine. Chaque regard désespéré de son père faisait trembler ses doigts. Ne pas intervenir serait renier son essence même. Mais en même temps, la peur régnait. Cette femme timide était habituée à être spectatrice, pas protagoniste. Son corps tout entier lui ordonnait de se taire, de ne pas se lever, de ne pas s'exposer. Elle redoutait les regards, les critiques, d'entendre quelqu'un lui dire « ce ne sont pas tes affaires ». Pourtant, quelque chose de plus fort en elle lui disait le contraire. Il lui disait que si elle ne faisait rien, elle porterait le poids de ce silence à jamais. Pendant ce temps, les passagers continuaient de s'agiter, mal à l'aise. Certains chuchotaient, d'autres soufflaient, mais personne ne faisait rien. Et c'est précisément dans ces moments-là que naissent les gestes qui changent tout, car lorsque la foule se tait, il suffit d'une voix, d'un pas, d'un geste pour briser le schéma. Et cette femme, jusque-là invisible, allait devenir la seule voix dans cette cabine. Elle serra les doigts sur ses genoux, prit une profonde inspiration et regarda à nouveau le bébé. Son cœur battait la chamade. Son corps disait non, mais son âme hurlait oui. Les souvenirs de sa propre enfance, peut-être d'une mère qui ne pouvait pas toujours être là,
ou de moments où elle-même avait besoin du réconfort d'inconnu, semblaient se fondre dans le présent. Et à cet instant, elle sut, elle devait agir. Le contraste était saisissant. Tandis que les cadres fermaient leurs ordinateurs portables, que les dames fortunées ajustèrent leurs colliers et que les jeunes hommes soufflèrent d'impatience, elle, la plus discrète d'entre elles, se préparait à un geste que personne n'oserait accomplir. C'est là qu'intervient le bouleversement des attentes. La femme timide et invisible devient la pièce maîtresse du récit. Et si vous étiez assis dans cet avion et que vous assistiez à une telle scène, que ressentiriez-vous? Auriez-vous le courage de vous lever? Ou resteriez-vous prisonnier de la peur d'être jugé? Partagez vos impressions dans les commentaires. Courage! Si vous croyez que parfois ce sont précisément les personnes les plus silencieuses qui ont le pouvoir de tout changer. Elle se redressa et détacha sa ceinture avec un clic à peine audible. Le léger bruit métallique fut étouffé par ses pleurs, mais en elle, il résonna comme le tonnerre. C'était le premier pas vers quelque chose qui allait bouleverser l'atmosphère de l'avion. Son corps tremblait, mais son regard restait fixe. Elle savait qu'elle était sur le point de franchir une ligne de non-retour. Le couloir semblait immense, les rangées de sièges interminables. Mais peu à peu, elle se leva, abandonnant la sécurité de l'invisibilité. Et tous les regards qui avaient jusque-là ignoré sa présence seraient désormais contraints de la voir. Le désespoir montait comme une marée qui ne respecte aucun rivage. D'abord, des pleurs incessants, puis des vagues plus hautes, irrégulières, qui s'écrasaient contre la cabine comme si la pression atmosphérique elle-même était extérieure, exigeant un passage. Le bébé du veuf millionnaire pleurait maintenant de tout son corps, les mains crispées, les pieds agités, le visage rouge, le menton tremblant sous des soubresauts venus du plus profond de lui-même, d'où le désir n'a pas de mots. Le père, épuisé, tenta de répéter un rituel qui ne fonctionnait plus, bercer, chuchoter, offrir le biberon, alterner entre ses épaules. Rien. À chaque tentative infructueuse, une couche d'anxiété se déposait sur la peau des passagers comme une poussière invisible mais lourde. L'allée de première classe semblait plus étroite. Le bruit omniprésent des moteurs ne servait plus de toile de fond. Il était devenu un cadre métallique pour les lamentations du bébé. Une hôtesse de l'air s'approcha, mesurant ses paroles avec une gentillesse éprouvée. « Puis-je réchauffer le biberon? Puis-je vous apporter de l'eau chaude? Peut-être une couverture ?» Le millionnaire la remercia sans regarder à voix basse, comme s'il craignait qu'un volume plus élevé ne fasse éclater la fragile bulle dans laquelle il tente de sauver son fils. « Oui, s'il vous plaît, n'importe quoi. » L'hôtesse partit et revint avec une hâte discrète, ses gestes reflétant l'attention de quelqu'un qui comprend que, sur les longs vols, la cabine devient parfois le foyer de chacun. Tout autour, des visages se dévoilaient. Une femme aux cheveux blancs priait, les mains jointes. Un cadre tapait du doigt l'accoudoir avec impatience. Un adolescent enregistrait discrètement des histoires, son téléphone portable baissé, capturant le son sans assumer la responsabilité de l'enregistrement. Le jugement est lâche. Il aime les angles cachés. 2 sièges plus loin, un homme renifla bruyamment, tournant brusquement la tête comme pour dire « Faites quelque chose ». Le millionnaire sentit le coup invisible. Ce n'était pas un ordre direct, c'était pire. C'était la sentence suspendue dans l'air, prononcée par quelqu'un qui ne se risquerait pas à aider. La femme timide observait de loin, et le courage qui avait émergé lors du sujet précédent ne se contenait plus. Elle resserra sa boucle de ceinture. Le clic métallique était étouffé par ses pleurs, mais en elle il résonnait comme un tambour. Son corps savait. À la prochaine occasion, elle se lèverait. Pourtant, elle hésitait sur les détails. Et si je dérangeais l'équipage? Et s'il trouvait cela intrusif? Et si quelqu'un se plaignait? De petites peurs qui paraissent gigantesques lorsqu'on décide de franchir la ligne d'invisibilité. Elle inspira par le nez, le retint quelques secondes, un vieux truc de ceux qui ont appris à dompter leurs tremblements intérieurs, et expira lentement, préparant le geste. À l'avant, le millionnaire s'essuya le front, essuyant une sueur qui ne provenait pas de la chaleur, mais de l'épuisement. Le bébé accepta finalement le biberon chaud pendant 3 secondes, puis le repoussa avec sa langue, comme s'il refusait une solution superficielle à une douleur profonde. L'hôtesse de l'air essaya de jouer à cache-cache, souriant d'un regard doux, mais les pleurs redoublèrent, cette fois accompagnés de hoquets, comme si sa petite poitrine essayait de suivre le rythme du moteur. L'esprit du père se tourna vers des pensées qu'il avait jusque-là évitées. Et s'il est malade?
Et si c'est une douleur que je ne reconnais pas? Et si je ne sais pas? L'état... Question finale est celle qui perce. Et si je ne suis pas à la hauteur? L'atmosphère collective, piégée à 12 000 mètres d'altitude, commençait à se fissurer. Un passager appuya sur le bouton d'appel, demanda de meilleurs écouteurs, un autre demanda à changer de siège. N'importe quel siège, plus loin, s'il vous plaît. Il n'y en eut aucun. Un homme tenta une remarque spirituelle pour détendre l'atmosphère, mais la plaisanterie resta en suspens, sans succès. Sur la carte illuminée, l'itinéraire dessinait une longue courbe au-dessus de l'océan. L'estimation du temps restant semblait moqueuse. Sur ce genre de vol, les minutes s'étirent comme des élastiques sur le point de se briser. La psychologie explique, lorsqu'il n'y a plus d'échappatoire, le cerveau active son système d'alarme. La respiration s'accélère, la patience diminue, le jugement s'intensifie. Curieusement, au même moment, un autre circuit tente d'émerger, celui de l'empathie. Deux forces s'affrontent au sein d'un même corps, le désir de faire taire l'inconfort et l'impulsion d'accepter la douleur. Les individus oscillaient entre ces limites invisibles. L'avion tout entier était un laboratoire humain flottant au-dessus des nuages. Le bébé atteignit un pic aigu de ceux qui font vibrer la peau. La femme timide ressentit ce son comme une supplication personnelle. Elle savait, sans l'avoir jamais vu, que ce cri dénotait quelque chose de plus que la faim et le sommeil. Les pleurs ont des accents, le cri de l'absence est unique. Le millionnaire tenta de déplacer son étreinte, rapprochant son petit visage de sa poitrine comme pour lui offrir un abri d'emprunt. « Chut !» répéta-t-il, plus pour lui-même que pour son fils. Le chut d'un parent est une prière instinctive, une tentative d'apprivoiser le monde par la friction de l'air. L'hôtesse de l'air apporta une couverture moelleuse. Le père l'ajusta comme pour façonner un cocon. Pourtant, le bébé cambra le dos, refusant l'étreinte, improvisé, cherchant une odeur qui n'était pas là. Le millionnaire serra les mâchoires pour étouffer le choc. Il vit en un éclair l'image de sa femme sur le canapé du salon, berçant le garçon dans la pénombre. Le spectre d'une routine qui ne reviendrait pas le frappa comme un coup. Ses yeux brillèrent, mais ne se relâchèrent pas. Il y avait un public. Et la masculinité, même celle des hommes qui ont déjà appris, s'obstine parfois à nier les pleurs. Si vous étiez dans cet avion, partagé entre l'envie de dormir et l'espoir que la situation se résolve, que feriez-vous? Respirez et imaginez. Écrivez « respirez » dans les commentaires si vous avez déjà vécu un moment où seule cette inspiration et cette expiration consciente vous ont sauvé de l'aggravation du chaos d'autrui. Parfois, le meilleur remède est de ne pas jeter de l'huile sur le feu. La femme timide se redressa à demi, posant une main sur le dossier du siège devant elle, mais se rassit lorsqu'un léger balancement parcourut l'avion. Ce n'était pas des turbulences, mais un doux rappel que là-bas, l'air a aussi ses marées. Elle sourit nerveusement comme pour demander la permission au destin. La prochaine fois, j'irai. Et la suivante arriva presque aussitôt, sous la forme d'un geste désespéré du père. Il essaya d'installer le bébé de l'autre côté et laissa tomber la couverture. Petite, blanche, avec l'odeur que les bébés adoptent comme leur territoire. Elle tomba dans l'allée. C'était l'invitation. La femme, timide, déboucla sa ceinture et se pencha pour attraper le tissu avant que quelqu'un d'autre ne passe avec un chariot de service. Alors qu'elle se redressait, le regard du millionnaire croisa le sien. La seconde fut longue. Lui, vulnérable. Elle, trop déterminée pour ses propres critères. Le tissu à la main, elle fit 2 pas en avant, respectant la frontière invisible du « puis-je m'approcher » demanda-t-elle sans un mot. Sans un mot, il répondit d'un vague signe de la main. L'hôtesse de l'air le remarqua et s'approcha à son tour, prête à intervenir. « Puis-je essayer » demanda la femme timide, sa voix la surprenant elle-même, ferme, basse, assurée. Ce « puis-je essayer » est empreint d'une tendresse qui évite l'humiliation. Il ne dit pas « je sais », mais « puis-je prendre soin de toi un peu ?» Le millionnaire hésita une fraction de seconde, puis hocha la tête, non pas par capitulation, mais par confiance, ce ton de quelqu'un qui n'envahit pas, mais qui offre. Elle demanda à l'hôtesse de tenir le biberon et la couverture un instant, puis approcha ses mains vides du bébé, sans le toucher d'abord, le laissant sentir son odeur, sa respiration calme. Il existe une vieille sagesse chez ceux qui savent s'occuper des enfants. La proximité est un dialogue silencieux. Le bébé couina entre 2 sanglots, comme s'il reconnaissait quelque chose. La femme finit par le toucher du bout des doigts.
traçant sur son front un geste mêlant rythme et affection. « Salut, petit », dit-elle, comme si elle prononçait un mot de passe. Les pleurs s'arrêtèrent net. La cabine entière se pencha métaphoriquement vers eux. Le père lui tendit le tissu. Elle l'approcha du visage du bébé, puis de son épaule, faisant semblant que le garçon accepterait cet endroit comme une extension de ses genoux. Le petit corps résista un instant, comme des corps qui ont appris à être des étrangers. La femme ne se précipita pas. Elle offrit sa présence sans hâte. Et la présence, une fois accomplie, modifie le temps. 30 secondes plus tard, les pleurs descendirent d'un cran. Le silence n'était pas encore arrivé, mais il y avait maintenant des trous, des îlots entre les sanglots, comme quelqu'un traversant une rivière en marchant sur des pierres. Derrière, quelqu'un s'éclaircit la gorge, brisant le charme l'espace d'une seconde. Quelqu'un murmura « J'espère que ça marchera ». La tension collective se transforma en anticipation. La femme timide s'excusa en haussant un sourcil, et le père, en réponse, ajusta le bébé pour pouvoir le tenir. Le poids tomba dans ses bras, un poids léger de chair et de destinée. La tête du garçon trouva par hasard ou par une mystérieuse géométrie de tendresse la courbe parfaite entre son épaule et son cou. Le souffle du bébé chaud se pressait contre sa peau comme un phoque. Le désespoir, cependant, résonnait encore. Le bébé gémit de nouveau, une plainte plus faible mais insistante. La femme commença un balancement presque invisible, au rythme d'un bateau sur un lac. Ses doigts, sur le tissu, traçaient un chemin familier. Front, joues, oreilles. Le père observait, comme s'il apprenait sans humiliation, seulement avec gratitude. L'hôtesse de l'air, silencieuse, maintenait le périmètre dégagé, telle une gardienne du geste. La cabine, auparavant un ensemble fragmenté d'impatience, devint le public d'une chorégraphie intime. Et puis vint un son, qui, pour ceux qui comprennent, est le premier signe d'abandon. Un long soupir du bébé, celui qui ouvre l'espace intérieur. La femme timide ne célébra pas. Elle ralentit simplement le balancement, ralentit encore la cadence et porta ses lèvres à son front. Un quasi-baiser qui ne vient pas tout à fait, mais qui bénit l'air. Le garçon, entre deux sanglots, enfonça ses doigts dans le tissu de son manteau. Son corps, enfin, se souvint qu'il était possible de se reposer. Sur la carte lumineuse, la courbe de la route se poursuivait. À l'intérieur de la cabine, une autre courbe se dessinait, celle d'une tension qui baissait d'un centimètre contre toute attente. Le millionnaire, les yeux humides de celui qui tient le barrage, murmura un « merci » qui ne s'adressait pas seulement à elle. Il s'adressait à tout ce dont il s'était, l'espace d'un instant, organisé pour prendre soin. La femme timide répondit d'un hochement de tête presque imperceptible, comme pour dire « ce n'est pas fini ». Et ce n'était pas fini. L'aboutissement de ce geste nécessitait quelques minutes de foi supplémentaire et un dernier ingrédient dont personne n'imaginait l'apparition. L'instant sembla s'éterniser au ralenti. Le cri du bébé résonnait encore, mais son ton avait changé. Ce n'était plus ce cri perçant, mais un sanglot entrecoupé, une sorte de dialogue entre résistance et abandon. Le millionnaire, penché en avant, regardait son fils comme s'il puisait de la force dans son propre désespoir. La femme timide, quant à elle, serrait toujours le tissu entre ses mains, et sa respiration était saccadée, non pas à cause de l'effort physique, mais de l'audace qui l'attendait, car tout indiquait que, dans quelques secondes, elle allait commettre l'impensable. Elle sentait tous les regards braqués sur elle, même sans lever les yeux. Elle percevait la curiosité des passagers, le malaise des uns, l'espoir des autres. La tension se condensait autour d'elle comme un champ invisible. C'était comme si l'avion tout entier avait cessé de respirer, attendant de voir si cette femme discrète aurait le courage de briser sa timidité et de toucher ce que personne d'autre n'osait, le bébé du millionnaire veuf. D'un geste doux, elle s'approcha. Le millionnaire, épuisé, leva les yeux et croisa les siens. Il n'y avait aucune arrogance, aucune autoritaire. Il avait formulé une requête silencieuse, pourtant si intense qu'elle se passait de mots. Il la regarda comme pour dire « Aidez-moi s'il vous plaît », et ce regard était la permission dont elle avait besoin. Ce geste, improbable, commença lorsqu'elle tendit les bras. C'était un mouvement lent, presque rituel. La timidité tenta de la ramener dans son fauteuil, mais son cœur battait plus vite. Doucement, elle fit le signe universel du « puis-je », mains ouvertes, corps inclinés, sans envahissement, simplement offrande. La millionnaire hésita une fraction de seconde, puis prit une profonde inspiration et, comme pour capituler, déposa le bébé dans ses bras. La cabine entière se figea.
Le silence qui suivit ne fut pas total. Le bébé sanglotait encore. Mais on eut l'impression que tout son avait été absorbé par cet instant. Un murmure parcourut les rangées et les passagers se penchèrent discrètement pour mieux voir. Personne n'en croyait ses yeux. Un millionnaire, entouré de prestige, cédant son bien le plus précieux, son fils unique, à une parfaite inconnue, une femme anonyme, banale, une passagère ordinaire, et le bébé. Le bébé réagit d'une manière inattendue. Les premières secondes, il gémit, encore le visage strié de larmes, mais dès qu'il posa son visage contre son épaule, sa respiration changea. C'était comme s'il avait trouvé un nouveau rythme, comme si la chaleur de son étreinte comblait une absence qui résonnait depuis le début du voyage. Ses pleurs s'apaisèrent, se muant en petits soupirs puis en murmures sourds, jusqu'à ce que seul subsiste le doux son de sa respiration. Le contraste était saisissant, alors que le millionnaire, habitué au contrôle absolu, avait échoué à plusieurs reprises à calmer son fils. Cette femme sans titre ni fortune accomplissait ce qui semblait impossible. Et ce n'était pas de la magie, c'était de la présence, c'était du calme, c'était cette énergie invisible que certaines personnes portent en elles et qui dépasse toute explication logique. Les passagers étaient sous le choc. Une femme porta la main à sa poitrine, submergée par l'émotion. Un cadre, jusque-là impatient, se renversa dans son siège et poussa un soupir de soulagement. Même l'équipage s'autorisa un bref sourire, comme si l'avion tout entier avait gagné quelques degrés de chaleur humaine. Impossible de ne pas être ému par la scène, et le millionnaire qui regardait fut envahi par des sentiments mitigés. D'abord, le soulagement profond, presque physique, de voir son fils enfin en paix. Ensuite, la gratitude, une gratitude indescriptible, née de la reconnaissance que l'impossible n'était possible que parce que quelqu'un avait osé. Et enfin, un sentiment de vulnérabilité qu'il ne s'était pas autorisé à ressentir depuis longtemps, car admettre qu'il avait besoin d'aide, surtout de la part d'un inconnu, c'était comme abandonner l'armure qu'il portait au quotidien. C'est là qu'intervient le pouvoir du geste improbable. Les neurosciences montrent que les moments de rupture sont profondément gravés dans notre mémoire. Lorsque quelque chose dévie radicalement des attentes, le cerveau déclenche des signaux d'alerte, mais aussi des signaux d'apprentissage. C'est comme s'il disait « c'est important, n'oublie pas ». C'est pourquoi tous les passagers de cet avion n'oublieront jamais ce qu'ils ont vu. Car ce n'était pas seulement un enfant qui se calmait, c'était l'improbable qui se produisait sous les yeux de tous. Et si vous étiez là, assis, témoin de tout cela, que ressentiriez-vous? Écrivez-le dans les commentaires. Miracle. Si vous croyez qu'il y a des moments où la vie nous montre que l'extraordinaire peut venir des personnes les plus inattendues. Le bébé qui s'endormait tenait de ses petits doigts le tissu du chemisier de la femme timide. Le millionnaire, les larmes aux yeux, n'osa pas l'interrompre. C'était comme s'il avait devant lui non seulement un soulagement momentané, mais un puissant rappel. Parfois, les réponses que nous cherchons ne se trouvent pas dans le pouvoir, l'argent ou le contrôle, mais dans le simple geste de quelqu'un qui choisit de s'intéresser à nous. La cabine, autrefois tendue et pesante, était devenue une sorte de sanctuaire, et son geste si improbable était devenu le centre d'une histoire que personne n'oublierait. L'impact immédiat fut comparable à la dépressurisation d'une cabine, non pas dans l'air, mais à l'intérieur des gens. Il suffisait que le bébé appuie son visage contre l'épaule de la femme timide et que les pleurs descendent 2 ou 3 marches pour que la tension accumulée depuis des heures se relâche d'un coup, comme un élastique tendu au-delà de ses limites. La première réaction fut un silence respectueux, un silence qui n'alourdit pas, il protège. Les turbines continuaient leur rugissement sourd, la carte routière continuait de tracer sa ligne lumineuse sur l'océan, mais tout cela semblait désormais n'être que le fond sonore de quelque chose de bien plus grand, le soulagement collectif. Une hôtesse de l'air posa la main sur son cœur, presque inconsciente de son geste, et recula avec un petit sourire reconnaissant. La dame aux bijoux discrets s'essuya le coin des yeux et s'autorisa à respirer profondément pour la première fois depuis le décollage. Le cadre, qui tambourinait sur la coudoir, expira comme s'il repoussait un mur invisible. Il détendit ses épaules et se pencha en arrière. Plus loin, l'adolescent qui essayait d'enregistrer des histoires baissa la caméra, l'écran s'assombrissant. La curiosité céda la place à un respect quelque peu gêné, un « pas pour poster », pour se souvenir. Le millionnaire, qui luttait contre le barrage qui le bloquait, cligna lentement des yeux, et ce clignement signifiait un oui pour tout son corps. « Tu le sens ».
Ses mains vibraient encore d'une anxiété refoulée, mais maintenant, elles vibraient de gratitude. Il n'osa pas toucher son fils pendant quelques secondes, comme s'il craignait de rompre un sort, jusqu'à ce que la femme timide lève les yeux, croise les siens et, d'un petit signe de la main, lui dit sans un mot « On est ensemble ». Ce geste lui donnait la permission de se rapprocher, non pas du bébé, mais de lui-même. Il y a des phénomènes que la psychologie cartographie et que la vie confirme. Contagion émotionnelle et neurones miroirs bientôt. Son calme, chorégraphié par un balancement presque imperceptible et une respiration plus profonde, commença à rythmer la cabine. Lorsqu'on tient un bébé avec une réelle sécurité, tout le corps parle, et d'autres, même à quelques mètres de distance, apprennent à imiter le rythme. Certains passagers commencèrent à respirer plus lentement, d'autres décroisèrent les jambes. Une rangée entière synchronisa sans s'accorder leur posture. Moins de protection, plus de soumission. Le bébé soupira, ce soupir que ceux qui le connaissent considèrent comme une première victoire, et les derniers sanglots devinrent de légers murmures d'épuisement. La femme porta le tissu à sa joue, y pressa son visage, partageant parfum, température et rythme. C'était un rituel dénué de mystère, mais sacré. L'hôtesse apporta une couverture légère et la plaça de manière à ne pas priver le bébé de chaleur. Une autre apporta un verre d'eau pour le père et le déposa sur la table avec la précaution de quelqu'un qui rapporte un reliquaire. Personne ne donna d'ordre. Tout le monde soudain servit. L'atmosphère changea de couleur, pas littéralement mais en sensation. Le même éclairage de la cabine, autrefois dur, semblait plus doux. Le bourdonnement de la climatisation, autrefois gênant, résonnait maintenant comme la mer. Au loin, quelqu'un applaudit brièvement, interrompu par sa propre main à mi-chemin. Ce n'était pas un spectacle, c'était trop intime. À la place, des micro-gestes apparurent, un sourire entendu, un pouce levé discret, un « merci » silencieux à la femme timide, comme si chacun voulait toucher la scène sans la perturber. Le millionnaire se pencha et murmura « Vous nous avez sauvés ». La phrase sortit, déformée par l'émotion, simple comme le sont les phrases vraies. La femme timide sourit, baissant les yeux un instant, non par soumission, mais par respect pour le petit miracle qui se déroulait dans ses bras. Le bébé, comme s'il comprenait que la gravité jouait désormais en sa faveur, s'enfonça d'un centimètre supplémentaire dans le pli entre son épaule et sa clavicule. Un petit doigt pinça le tissu de son manteau et y resta, ancré. Il y avait aussi ceux qui, face à la capitulation du collectif, s'excusaient intérieurement. L'homme qui avait ricané bruyamment fixait le vide, revivant la scène qu'il avait lui-même mise en scène. La femme qui avait demandé à changer de siège fixait l'écran de vol avec une concentration excessive, comme pour éviter le miroir moral nouvellement installé. C'est aussi cela, l'impact, recalibrage silencieux. L'avion ne change pas son itinéraire, mais de nombreuses personnes modifient leur itinéraire intérieur. L'équipage, réalisant que la cabine respirait autre chose, repositionna ses priorités. Le chariot de service ralentit. Les bouteilles furent ouvertes sans bruit. Les couverts atterrirent sans un grincement métallique. De petites précautions conspirèrent pour éviter de briser la bulle de calme nouvellement formée. Même le commandant de bord, dans un geste rare, choisit de reporter une annonce. La prudence de quelqu'un qui sait que parfois la meilleure communication est le silence. Lorsque le voyant « Attachez vos ceintures » s'alluma en raison de légères turbulences, l'avertissement fut émis d'une voix délicate, presque celle d'un pensionnaire et personne ne se plaignit. L'océan ondulait dehors, mais à l'intérieur la marée descendait. Et, comme tout véritable impact, des anecdotes ont surgi. La dame aux bijoux discrets, chuchotant entre les sièges, racontait la fois où elle avait apaisé son petit-fils avec un linge chaud. Une passagère à côté d'elle confia qu'elle avait récemment perdu sa mère et que ses pleurs ressemblaient aux siens, alors que personne ne la regardait. Un jeune homme, raide depuis l'embarquement, sortit une barre chocolatée de sa poche et la tendit au millionnaire d'un geste timide. Il déclina poliment et demanda plutôt la permission de la garder pour « à son réveil », en désignant son fils. Tous deux sourirent avec la complicité de ceux qui comprennent que l'avenir se prépare en miettes. L'impact immédiat a des effets concrets. L'horloge interne du public, auparavant accélérée par l'inconfort, s'est allongée. L'angoisse du « combien de temps encore » a cédé la place au « laissons les choses comme ça ». Même la curiosité qui est-elle? Quelle est son histoire? S'est apaisée. Ce n'était pas le temps des biographies, c'était le temps de la présence.
et la présence, bien répartie, devient un facteur de production, de compassion, d'humilité, d'appartenance. Le millionnaire tendit lentement la main et effleura le talon de son fils, un geste minimaliste pour ne pas troubler le calme des bras de sa femme. Ce contact lui rendit une part de lui-même, non pas de contrôle, mais de paternité. La femme le remarqua, inclina son corps d'1 millimètre pour que le bébé puisse ressentir la vibration des deux, et ce petit triangle, père, enfant, étranger, apprit à la cabane ce que de nombreuses théories tentent d'expliquer. Prendre soin est un verbe qui accepte la coécriture. En arrière-plan, l'adolescent rouvrit la caméra, mais au lieu de filmer, il écrivit 2 mots sur un mot. Donne l'exemple. Il ferma l'écran. Il rangea l'écran. Parfois, c'est ça, l'effet. Un rappel qu'on garde dans ses poches pour s'en servir plus tard, loin des sièges numérotés. Les turbulences promises arrivèrent comme une chaise musicale bancale. 3 secousses, rien de plus. Le bébé ne se réveilla pas. La femme suivit son rythme marin calme. Le millionnaire laissa échapper pour la première fois un petit rire, celui qui survient lorsque le corps réalise que le pire est passé. L'hôtesse de l'air s'appuya contre la cloison de la cuisine, écarquilla les yeux vers sa collègue et lui dit « Vous avez vu ?» La collègue répondit par un « J'ai vu » qui semblait l'embrasser. Et comme pour tout impact important, un nouveau centre de gravité est apparu. Plusieurs passagers, qui jusque-là se montrèrent du doigt, se sont transformés en mains tendues. « Avez-vous besoin d'eau ? Voulez-vous que je tienne votre sac à dos ? Puis-je baisser ce store pour le rendre plus doux ?» La cabine a commencé à fonctionner. Communauté provisoire. Des étrangers à l'extérieur des parents pour 1 heure. L'avion est doué pour ça quand on le laisse faire. Il crée une parenté temporaire. La femme timide, quant à elle, refusait de se laisser hisser sur le piédestal que le collectif dresse lorsqu'il a besoin de héros. Elle gardait un visage serein, le regard baissé, tout son corps consacré à la tâche, comme quelqu'un qui prie en travaillant. Son mérite était précisément à l'opposé de sa performance. Une compétence douce, cela ne nécessite pas de scène. À ses côtés, le millionnaire apprenait les étapes. Respirer ensemble, parler doucement, remercier abondamment. Et en lui, une clé tournait, non seulement concernant le vol, mais aussi concernant ce qui adviendrait une fois les roues posées. Du haut-parleur, une brève annonce. Arrivée prévue maintenue. À l'intérieur, une autre prédiction grandissait silencieusement. Que cela ne s'arrêterait pas avec le débarquement, car l'impact immédiat ne se limite pas au soulagement en cabine. Il soulève de nouvelles questions. Qui est cette femme? Qu'est-ce qui l'a poussée à se lever? Qu'a fait la vie pour qu'elle en sache autant sur le confort? Et, peut-être le plus grand de tous, que se passe-t-il lorsque 2 destins qui ne se croiseraient jamais se croisent dans les airs? Le bébé dormit plus profondément, son pouce glissa jusqu'à se poser sur sa lèvre, sa respiration devint un métronome. La femme ajusta la couverture sans rompre le fil invisible qui tissait la paix. Le millionnaire leva les yeux, scruta la cabine et l'espace d'une rare seconde vit des gens, pas des clients, pas des actionnaires, pas du public, des gens. Cette vision, simple et bouleversante, fit naître en lui un besoin qui ne lui était plus accessible, celui de donner en retour, pas seulement en argent, mais en gestes qui continuent. L'impact immédiat avait fait son effet. Désarmer les défenses, susciter l'empathie, rétablir l'ambiance. Mais l'histoire, là-haut, préparait encore le prochain. Rebondissement. Celui où l'improbable cesse d'être un épisode pour devenir un destin. La cabine semblait suspendue dans un fuseau horaire. Le bruit des turbines résonnait sans interruption à l'extérieur, mais à l'intérieur, tout était différent. Le bébé, qui pleurait sans cesse quelques minutes auparavant, dormait à présent profondément, dans les bras de cette femme timide, que personne n'avait remarqué pendant l'embarquement. Le contraste était si saisissant qu'il en était presque irréel. Un millionnaire épuisé, entouré de regards critiques, incapable de réconforter son propre fils, et un passager discret et invisible, accomplissant l'impossible d'un geste silencieux. Le millionnaire observait la scène comme s'il assistait à un miracle de près. Ses yeux brûlaient, non seulement d'épuisement, mais aussi parce qu'il ne se souvenait plus de la dernière fois où il avait vu son fils dormir aussi paisiblement. Depuis la mort de sa femme, chaque nuit était un combat, insomnie, sanglots, pleurs entrecoupés, comme si une absence ne pouvait la remplacer. Il avait tout essayé, mais il avait toujours l'impression qu'il manquait quelque chose. Et maintenant, là, dans un avion bondé, entre les mains d'un inconnu, le bébé s'abandonnait enfin au repos. L'esprit du millionnaire était en ébullition.
Une partie de lui ressentait du soulagement, comme s'il avait été sauvé d'un naufrage. Une autre partie était pleine de honte. Comment un homme qui dirigeait des empires, qui donnait des ordres à des milliers d'employés, qui contrôlait des entreprises valant des millions de dollars, pouvait-il être aussi impuissant face à un bébé? Cette scène blessait son orgueil, mais en même temps, elle ouvrait la voie à quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'humilité. La vie lui apprenait, durement, que tout ne s'achète pas, que toutes les réponses ne viennent pas de la logique ou du contrôle. Il leva les yeux et croisa les siens. La femme timide, tenant toujours le bébé fermement et doucement, lui rendit son regard. Il n'y avait aucune arrogance dans son regard, aucun triomphe, juste de la sérénité. C'était comme pour dire, il avait besoin d'être pris dans ses bras, c'est tout. Il ne s'agissait pas de savoir qui en savait plus, qui pouvait faire plus, qui avait plus. Il s'agissait de présence, d'offrir une chaleur humaine dans un moment de désespoir. Cet échange silencieux entre eux créa un pont improbable, construit dans les airs, entre deux mondes complètement différents. D'un côté, l'homme puissant, habitué à être perçu comme une figure presque inaccessible, de l'autre, une femme timide, sans titre ni fortune, mais qui portait en elle quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter, la capacité d'entendre le non-dit, d'offrir ce qui n'était pas à vendre. Et le bébé endormi était le lien entre eux. Les passagers observaient en silence, fascinés. Leur malaise s'était transformé en admiration, et l'atmosphère autrefois pesante semblait désormais s'apaiser. Certains étaient même légèrement émus. Un homme qui avait soupiré d'impatience souriait maintenant de soulagement. Une femme posa la main sur son cœur. L'équipage, rompu à toutes les situations, observait avec respect. Personne ne voulait perturber la scène, comme si chacun savait qu'il assistait à un événement vraiment rare. Le millionnaire, encore hésitant, se pencha légèrement en avant et murmura, la voix brisée, « Il ne dort jamais comme ça, jamais ». La femme leva les yeux, surprise par la vulnérabilité de cet homme qui avait la réputation d'être imbattable, et lui répondit par un sourire timide, un sourire qui se passait de mots, car il disait exactement ce qu'il avait besoin d'entendre. Tout va bien, du moins maintenant. Ce moment, qui aurait pu paraître banal à d'autres, fut un tournant pour lui. Ce lien inattendu ne résidait pas seulement dans le fait que son fils s'était endormi. C'était ce que cela signifiait. Quelqu'un qui ne faisait pas partie de sa vie, quelqu'un qui n'aurait jamais pu entrer dans sa vie par des moyens ordinaires, qui avait croisé son chemin et accompli quelque chose qu'il ne pouvait pas faire. Cette prise de conscience le bouleversa profondément. C'était comme si l'univers lui avait montré directement et indéniablement que la vie trouve toujours le moyen de révéler nos faiblesses et en même temps d'apporter des réponses là où on s'y attend le moins. Et pour la femme timide, tenir ce bébé dans ses bras n'était pas seulement un acte d'empathie, c'était aussi un miroir. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vue. Toute sa vie, elle s'était habituée à passer inaperçue, à être l'ombre dans un coin de la pièce, à se taire pour ne pas déranger. Mais là, avec ce bébé endormi dans ses bras sous le regard de dizaines d'yeux, elle était la figure centrale d'une scène qui transformait la pièce entière. Non pas parce qu'elle recherchait la reconnaissance, mais parce que son essence silencieuse, si sous-estimée, était devenue indispensable. C'est ici que je veux vous emmener dans l'histoire. Imaginez-vous dans cet avion, regardant un inconnu transformer une situation chaotique en paix absolue. Que ressentiriez-vous? Croiriez-vous que c'est le fruit du hasard? Ou penseriez-vous que certaines personnes interviennent dans nos vies au moment précis où nous en avons le plus besoin? Donnez votre avis dans les commentaires. Destination. Si vous croyez que des rencontres comme celle-ci ne se produisent pas par hasard. Le bébé soupira de nouveau, enfouissant son visage dans son épaule, et le millionnaire laissa échapper une larme en silence. Il ne chercha pas à la cacher, ne détourna pas le regard. Il la laissa couler, car il savait qu'à cet instant il n'y avait ni public ni jugement, seulement une humanité partagée, et cette connexion, encore fragile et silencieuse, ne faisait que commencer. Jusqu'à ce vol, il croyait maîtriser le langage du contrôle. Chiffres, clauses, scénarios de risque. Tout rentrait dans des feuilles de calcul et des réunions nocturnes. Ce qui n'y rentrait pas, douleur, chagrin, sommeil fragmenté, un bébé qui pleurait comme s'il appelait quelqu'un qui ne reviendrait pas, était traité comme un bruit à réduire au silence. Mais dans cette cabine, quelque chose se brisa à l'intérieur, comme du verre sous un choc thermique. Son fils, abandonné sur les genoux d'un inconnu, sommeillait avec la sérénité qu'il n'avait pas pu lui offrir depuis des mois.
Et cette prise de conscience lui vint d'abord sous forme de honte, puis de soulagement, et enfin d'une vérité simple qu'il avait passé des années à éviter. Tout pouvoir n'est pas pouvoir sûr. Il y a du pouvoir avec. Il remarqua que son corps changeait avant de comprendre son esprit. Sa mâchoire, toujours sur ses gardes, se desserra. Ses épaules s'affaissèrent de quelques millimètres. Sa respiration retrouva un rythme qu'elle n'avait plus connu depuis l'hôpital. C'était à la fois physiologique et significatif. Son système nerveux, apaisé par une saine décorégulation, ce phénomène par lequel le rythme d'un corps serein enseigne celui d'un autre, lui offrait un arrière-plan. Son fils appuyé contre sa timide épouse, la couverture comme un pont d'odeur, la cadence du balancement presque imperceptible, tout cela connectait d'anciens circuits en lui. L'ocytocine desserrer l'armure, vagal ventral pour, sortir le corps du mode combat, neurone miroir pour, reproduire le calme. Et c'est curieux. Lorsque le corps dit « nous sommes en sécurité », l'esprit trouve le courage d'admettre ce qui semblait auparavant impensable. Des images de sa femme défilèrent devant lui sans prévenir. Pas les grandes, fêtes, voyages, photos de magazines, mais les petites, elle sur le canapé, vêtue d'un vieux t-shirt, le bébé blotti contre sa poitrine, sa main dessinant de légers cercles sur le front du garçon, son rire doux, tandis que les pleurs s'apaisaient. Il sentit la douce piqûre du souvenir et, pour la première fois, ne la repoussa pas. Il resta. Le deuil, qu'il avait géré comme un passif comptable, redevint ce qu'il avait toujours été, un amour qui avait perdu son foyer et cherchait constamment un refuge. Et voici un refuge minimal, improvisé, véritable, une femme ordinaire offrant à son fils ce que l'argent ne peut acheter, la présence. La logique qu'il avait soutenue pendant des années, débrouille-toi, prouve-le, fais-le, commençait à se fissurer par des fissures invisibles. Il reconnut la question silencieuse qui le hantait depuis les funérailles. Et si je n'étais pas assez, le vol lui a apporté une réponse qui n'humilie pas, mais libère. Personne ne l'est. Les enfants ne demandent pas la perfection, ils la demandent. Quelqu'un, parfois, c'est un père. Parfois, c'est quelqu'un qui arrive avec une épaule digne de confiance. Laisser de la place à l'autre pour prendre soin de soi n'est pas une abdication, c'est une expansion. L'amour partagé ne perd pas de sa valeur. Il prend de l'ampleur. Son regard se déplaça. Il cessa d'observer la cabane et se mit à observer son propre fils, non pas avec la même anxiété qu'auparavant, mais avec un émerveillement reconnaissant. Il remarqua le détail infime des doigts pinçant le tissu du manteau de sa femme, le soupir qui précède le sommeil profond, la façon dont sa joue s'affaisse lorsqu'elle trouve une épaule stable. Il la remarqua aussi, la façon dont elle tenait ses bras, fermement, sans raideur, le soin avec lequel elle ajustait la couverture sans la priver de chaleur, l'humilité de quelqu'un qui ne prétend pas à une étape avant un petit miracle, et une pensée qu'il aurait écartée des heures plus tôt apparut clairement. Je veux apprendre ça, ne pas sous-traiter, apprendre. Non loin de là, le monde extérieur changeait également, et il remarqua, peut-être pour la première fois depuis longtemps, des gens, ni publics, ni partie prenante, ni invités, des gens. La dame qui avait prié et souriait maintenant, le cadre qui avait baissé sa garde, l'hôtesse de l'air qui avait établi un périmètre de soins silencieux. Un avion est un laboratoire involontaire. Là, l'expérience a montré qu'un geste de courage doux suffit à reprogrammer toute la pièce. Il se demanda si, au travail, au dîner, à la maison, il avait choisi le courage qui s'adapte, le courage d'écouter, d'accueillir, de déléguer les soins, ou simplement le courage qui impose. C'était inconfortable, et c'était bon. De petites confessions intérieures lui sont venues. Il a admis, sans avoir besoin de les dire à voix haute, qu'il avait confondu exécution et performance. Il avait troqué ses genoux contre la logistique, sa présence contre son emploi du temps, sa vulnérabilité contre une force corporatiste. Résultat, un père toujours proche, mais rarement présent. Avec ça, faisait mal. Et ça faisait encore plus mal de réaliser que le retour ne nécessitait aucun exploit. Un bassin qui se balance, une voix basse, un temps sans horloge. Cette femme timide était un véritable leçon d'une science que mère, grand-mère, soignante et quelques rares âmes connaissent par cœur. Réguler un bébé est, plus qu'une technique, une qualité de présence. Il voulait la remercier, mais craignait de se mettre en travers de son chemin. Il se pencha juste assez pour que les mots lui parviennent sans gêne. « Merci ». Sa voix était brève, rauque et sincère. Elle répondit par un léger hochement de tête, comme pour renvoyer sa gratitude à l'origine.
Le garçon enfin en paix. Et ce bref échange, sans adjectif, lui insuffla une détermination qui se passait de tout signe. Je vais rendre l'appareil, non pas avec un chiffre aléatoire qui transforme l'affection en transaction, mais avec des gestes durables, du temps, de l'écoute, de la pratique. Pourtant, une part de pragmatisme s'ouvrait déjà à lui demander son nom, lui proposer de la raccompagner à son arrivée, vérifier si tout allait bien dans sa vie, si elle serait prête, qui sait, à lui montrer ce que les manuels n'enseignent pas, sans promesse, sans précipitation, avec respect. Les dernières heures, comprimées entre le décollage et le soupir de ce bébé, ont réécrit les cartes intérieures. Le soi-disant violation des attentes, voire l'impossible se réaliser par l'intermédiaire de ceux qui ne sont pas vus, a forcé son cerveau à repenser un nouveau modèle. Peut-être que ce qui soutient n'est pas ce qui impressionne. Peut-être que le leadership, dans sa forme la plus élevée, est un autre mot pour désigner une attention qui s'organise elle-même. Il imaginait des réunions moins théâtrales et plus honnêtes, des ordres du jour avec des marges, des politiques qui comprenaient que les gens, pour être performants, ont besoin d'appartenance. Cela semblait trop grandiose pour un vol. Et en même temps, tout a commencé là. Un tour qui apprend au corps à faire confiance pour que l'esprit ose changer. Si vous étiez à sa place avec toute votre biographie entraînée à gagner par la force, que feriez-vous lorsque vous réaliseriez que votre plus grand triomphe de cette semaine venait de donner? Il écrit « faire de la place » dans les commentaires, si vous avez déjà ressenti à un moment donné que la vie exige moins de contrôle et plus de présence, et que dire « aidez-moi » peut être le début de tout ce qui compte. Un autre ajustement de la couverture, un autre soupir du garçon, et la cabine lui donna l'impression d'être un salon un samedi après-midi. L'horloge du tableau de bord conservait son pragmatisme habituel. Son horloge interne ralentissait. Il pensait à l'arrivée, à la poussette oubliée dans la valise, à la routine qui reprendrait le lendemain matin. Pour la première fois, ses pensées ne lui venaient pas comme des tâches. Elles étaient une occasion de mettre en pratique ce qu'il venait d'apprendre. Être. Peut-être troquerait-il la visioconférence de 20 heures contre une promenade au soleil. Peut-être annulerait-il la réunion qui aurait pu se résumer à un email. Peut-être appellerait-il sa belle-mère, un mot qui devenait amer de nostalgie, pour lui en demander plus sur les secrets qu'elle détenait entre ses mains. Ce ne fut ni une rédemption instantanée, ni une révélation accompagnée d'une bande-son. C'était un changement subtil, mais irrévocable. Un homme qui se croyait fait de titane découvrit, à 12 000 mètres d'altitude, que l'élasticité préserve plus que la dureté, et que, face à l'essentiel, le mot le plus fort est « ne pas conquérir ». Est prendre soin. Il regarda à nouveau la femme timide, cette fois avec une attention différente, celle de quelqu'un qui reconnaît un professeur inattendu. Il se répète mentalement la simple question qui ouvre des portes sans être envahissant. Comment vous appelez-vous? Il ravale l'anxiété de tout résoudre en une nuit. Il réalise que certaines réponses nécessitent un repos, et, riant presque de son propre excès de zèle, il se promet de ne pas faire de cette femme une solution. Les gens ne sont pas des outils, mais une référence. Son attitude, son temps, sa gentillesse compétente. Dehors, l'océan était une masse noire et calme. À l'intérieur, la lumière de la ceinture clignotait quelques secondes, puis s'éteignait. Le bébé ne bougeait même pas. Le millionnaire posa ses doigts sur le petit talon de son fils, avec la délicatesse de quelqu'un qui touche une porcelaine ancienne. Un léger courant de courage monta de sa peau à sa poitrine. Ce n'était pas le courage de signer un accord, mais celui de réapprendre un geste 1000 fois répété, couleur. La vie ne s'annonce pas lorsqu'on annonce un avant et un après. Mais il le savait. Il le savait à travers le nouveau silence qui régnait au fond de sa tête, à travers l'envie de parler doucement, à travers le choc agréable de vouloir demander et écouter. Je le savais parce que, tandis que l'avion volait droit, quelque chose en lui s'incurva. Et, dans cette courbe, la scène suivante l'attendait, celle où les mains se présentent enfin, les noms sont prononcés, et une promesse commence à prendre forme sans que personne ne la qualifie de promesse. Le point culminant arriva sans prévenir, comme tout événement vraiment important. Le bébé dormait profondément, la femme timide se balançait à un rythme qui semblait adapté à ce petit corps, et le millionnaire respirait comme s'il réapprenait à se nourrir. Puis les lumières de la cabine passèrent. En mode nuit, un léger signal d'alarme retentit, et l'avion s'inclina légèrement. Pas assez pour susciter la panique, mais suffisamment pour réveiller des souvenirs de peur.
Un murmure parcourut les rangées, des ceintures de sécurité s'attachèrent, des verres furent remis sur les tables. La femme serra la couverture contre le bébé et garda le rythme. Le millionnaire se pencha, la main en l'air, prêt à intervenir, et en même temps, craignant de rompre le charme. La deuxième plongée fut plus souple, une secousse d'un chariot de service, des verres tintant en signe d'avertissement, la voix polie du capitaine, petite turbulence en vue, restez assis. Dans de nombreuses cabines, c'est la routine. Ici, c'était un test. La femme timide ajusta son corps, créant une carapace plus ferme avec ses bras. Le bébé remua, ses lèvres cherchant son pouce, un grognement menaçant de s'amplifier. Le millionnaire, au bord du siège, murmura « Je suis là », d'un ton à la fois paternel et priant. La femme le regarda, hocha la tête, et sans se presser, porta sa bouche au front de l'enfant. Elle ne l'embrassa pas. Elle souffla de l'air chaud, comme pour enseigner au corps des micro-signaux de sécurité. Le grognement s'adoucit. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il doucement, comme s'il demandait une encre. « Clara » répondit-elle, et le nom sembla allumer une petite ampoule entre elles. Clara ralentit encore le tempo, et quelque chose d'ancien surgit, imprévu, un fil conducteur, mélodique. Ce n'était ni une musique de scène, ni une chanson complète, c'était 3 ou 4 notes qui s'enchaînaient en un seul souffle, un fredonnement, presque rien, mais ce presque rien avait le parfum du foyer. Le millionnaire se figea un centimètre, scrutant la pénombre de la cabane comme s'il cherchait quelqu'un. La mélodie revint, 3 ou 4 notes, et il en était désormais certain. C'était le début de la berceuse que sa femme avait inventée pendant le premier mois de la vie du bébé, une simple séquence qui ne fut jamais enregistrée, qui ne quitta jamais le salon à la moquette grise. « Où as-tu appris ça ?» La voix vint avant la pensée. Surprise. Rauque. Clara ne répondit pas immédiatement. Elle serra le bébé contre son épaule et continua la même mélodie, plus douce, comme si elle conversait avec le sommeil. Le millionnaire porta la main à sa poitrine, tâta la chaîne sous sa chemise et la sortit. Un pendentif orné d'une minuscule photo de sa femme. Le métal brilla une seconde à la lumière de la liseuse. Clara regarda et ce fut son tour de se figer. Son visage reconnu, non pas quelqu'un qui savait, mais quelqu'un qui avait vu cette image quelque part, où les souvenirs ont des parfums. La turbulence augmenta d'un cran, telle une secousse de chaise branlante. Les masques ne tombèrent pas, personne ne cria. La cabine fut de nouveau suspendue, chacun attendant qu'un autre dise « On est sauf ». Clara obéit. Elle poursuivit la mélodie minimaliste et, de sa main libre, fit signe au millionnaire « Viens ». Ce n'était pas pour prendre le bébé, mais pour s'appuyer contre elle. Il se rapprocha jusqu'à ce que son épaule effleure la sienne, et là, dans ce contact de 3 centimètres, la corégulation fit son œuvre. Le bébé, qui avait commencé à s'agiter, entendit 2 cœurs à l'unisson. Les grognements cessèrent. L'avion dansa de nouveau, et le sommeil persista. « Elle m'a appris », dit finalement Clara, sans lever les yeux. « Que veux-tu dire ?»« Par elle ?» murmura-t-il avec toute sa force refoulée. « Une femme dans le couloir d'un hôpital il y a quelques mois. J'attendais un examen, et elle aussi. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Elle l'a chanté pour calmer un enfant dans une autre pièce. Je ne lui ai pas demandé son nom. C'est resté comme ça. Les pièces bougeaient en lui comme des meubles dans une vieille maison. L'hôpital. Des mois. Un couloir. Le temps coïncidait avec la phase finale de la maladie, où sa femme avait passé des jours entre rendez-vous et des périodes d'attente incontrôlables. Il ferma les yeux, et l'image lui revint. Elle restant plus longtemps que prévu, retournant à la voiture avec un regard attendri et disant « Aujourd'hui, j'ai chanté pour un bébé qui n'était pas le nôtre ». La phrase qu'il n'avait pas enregistrée lui revint comme un télégramme en retard. Il rouvrit les yeux. Les turbulences s'apaisèrent, le voyant de la ceinture de sécurité vacilla, et un soupir parcourut l'habitacle comme le vent dans l'herbe. Le bébé, maître de la gravité du moment, s'appuya sur l'épaule de Clara et émit un son qui ressemblait presque à un rire dans son sommeil. Le millionnaire sourit, et c'est alors que la scène atteignit son paroxysme. Clara, sans cérémonie, déplaça le bébé de 2 doigts et le tendit à son père. Pas entier, pas d'un seul coup, mais comme quelqu'un qui rend un trésor par morceaux. « Tiens-le comme ça », ordonna-t-elle d'une voix qui donnait un outil précieux. « Le bassin, c'est un équilibre, pas un bras. Respire plus longtemps que lui, laisse-le t'imiter. » Il obéit. Son corps voulait retrouver sa gestuelle rigide d'antan. Clara posa une main sur son dos une seconde. Un contact léger qui valait bien une confiance. Le bébé ne se réveilla pas. Le millionnaire se redressa d'1 centimètre, se rassit,
trouva son rythme. C'était visible. 2, 3 tentatives, et le balancement se mit en place. Toute la cabine le remarqua. Il n'y eut pas d'applaudissements. Il y eut un relâchement collectif. Une joie contenue que l'on réserve aux miracles domestiques. La dame aux bijoux leva discrètement son verre vide pour un toast silencieux. L'hôtesse de l'air, adossée au comptoir, s'essuya le coin de l'œil du revers de la main. L'adolescent, qui avait déjà rangé son téléphone portable, sourit comme s'il apprenait une astuce de vie. Le millionnaire, maintenant avec son fils dans les bras et le corps moins raide, tourna son visage vers Clara, toujours très proche. « Tu... » commença-t-il, mais il ne trouva pas le verbe. Sauver, enseigner, ramener, aucun de ces termes ne convenait. Clara soutint son regard pendant une seconde qui dura plus longtemps que d'habitude. « Je n'ai fait ce que quelqu'un a fait pour moi qu'un jour, » dit-il, et la phrase resta suspendue, pleine de portes. La cabine reprit son cours normal. Une brève annonce du commandant de bord, des verres ramassés, quelques rires entrecoupés. Mais entre eux trois, rien ne redevint normal. Le pendentif photo tapota légèrement la couverture. Le bébé, les yeux clos, agrippa le métal avec ses doigts et ne le lâcha plus. Le millionnaire, impuissant à la cacher, laissa échapper une larme et prit son temps pour la dissimuler. C'était un autre aveu. Là, sur ce vol, quelque chose s'était reconnecté. Pas seulement le sommeil de son fils, le fil entre le passé et l'avenir. « Clara, tu... » Il essaya à nouveau. « Plus tard, » dit-elle presque avec un sourire. « Laisse-le dormir. » Et puis vint. Le moment final de ce climax. L'avion se stabilisa. La cabine baigna dans le bleu tamisé des lumières et le père répéta la mélodie qu'il avait entendue de Clara, d'abord en bégayant, puis de façon constante, tandis qu'elle, à ses côtés, ne suivait que son souffle. La chanson, née dans la bouche d'une femme dans un couloir d'hôpital, traversa le corps d'une autre femme à 12 000 mètres d'altitude et retourna dans les bras d'un père, accomplissant un circuit invisible. Elle n'avait pas de public, elle avait une destination. Personne dans ces rangées n'aurait pu le raconter ainsi avec tous les éléments, mais chacun avait le sentiment d'avoir assisté au point culminant, l'instant où l'impossible, un bébé qui ne voulait pas dormir, un père qui ne savait pas, une femme que personne ne voyait, s'organisait en harmonie. Et pourtant, ce qui allait suivre ne cadrait pas avec le présent. La question de savoir comment Clara avait découvert cette mélodie n'avait pas encore trouvé de réponse. La curiosité de savoir qui elle était, d'où elle venait, pourquoi elle avait voyagé, ne faisait que commencer. Le millionnaire, pour la première fois depuis des mois, n'était pas pressé d'obtenir des réponses. Il avait une autre envie, reprendre exactement là où la chanson s'était arrêtée. La cabine entière semblait différente. Même avion, même itinéraire, même passager, mais l'atmosphère avait changé, comme si on avait changé le filtre à air. Même les bruits habituels, le moteur, régulier, le cliquetis métallique des tablettes, le raclement des chariots de service, semblaient différents, plus doux, presque au rythme de la respiration du bébé qui dormait désormais paisiblement. Et cette paix n'était pas seulement la sienne, elle était collective. Elle se répandait comme une vague invisible, atteignant chaque rangée, chaque passager, chaque regard autrefois dur et désormais adouci. Le millionnaire sentit le poids se dissiper, mais la dissolution commença de l'intérieur. Son corps, quelques minutes auparavant rigide comme l'acier, devint malléable. Ses épaules, qui avaient apporté non seulement un bébé agité, mais des années de pression, d'attente et de chagrin, se détendirent enfin. Il fut surpris par ce qui lui arrivait. Ce n'était pas seulement du soulagement, c'était une sorte de reconstruction. Comme si ce simple acte, voir son fils dormir paisiblement dans les bras de Clara et apprendre ensuite d'elle à le tenir calmement, avait enclenché des mécanismes qui rouillent. Il remarqua aussi les regards autour de lui. Avant, chaque visage était un miroir de jugement. Pourquoi ne peux-tu pas calmer ton fils? N'es-tu pas préparé? Comment un homme aussi puissant peut-il échouer dans la chose la plus élémentaire? Maintenant, ces mêmes visages lui apportaient autre chose, la complicité. C'était comme s'ils disaient tous, sans un mot, « Nous voyons, nous comprenons, tu es humain aussi ». Cela le bouleversa plus que n'importe quelle critique, car il avait toujours été habitué à être craint, admiré ou envié, jamais bienvenu. Clara, adossée, maintenait sa présence presque silencieusement. Elle ne cherchait pas la reconnaissance, elle ne se projetait pas. Elle restait simplement. Et cette présence fut la plus grande leçon de toutes. Le millionnaire la regardait de temps à autre, et chaque fois que leurs regards se croisaient, c'était comme si un dialogue entier
se déroulait sans le moindre bruit. Il pensa, « Tu as fait, pour moi, ce que je ne pouvais pas faire. Tu m'as montré que je n'avais pas besoin d'être tout seul. » Elle, à son tour, sembla répondre par son regard, « Je n'ai offert que ce qui manquait. Le reste est à toi. » Et c'est à ce moment-là qu'il a compris quelque chose de plus important. Cette scène ne se résumait pas à un simple vol. Il ne s'agissait pas seulement d'un bébé apaisé, il s'agissait d'une vérité qui allait le hanter à partir de ce moment-là. La vulnérabilité peut être partagée et, ainsi elle cesse d'être un fardeau pour devenir un pont. Les passagers porteraient eux aussi cette marque. La dame aux bijoux discrets essuya discrètement ses larmes, mais elle savait déjà qu'elle raconterait cette histoire à sa famille. J'ai vu un bébé qui ne demandait qu'à être pris dans ses bras. J'ai vu un homme puissant qui a dû accepter de l'aide. Et j'ai vu une femme ordinaire devenir extraordinaire. Le cadre, qui avait auparavant alterné courriels et soupirs d'impatience, fixait maintenant le vide, revoyant mentalement la liste de ses priorités, comprenant peut-être pour la première fois que le véritable profit ne se mesure pas en graphique. L'adolescent, qui avait commencé à filmer comme s'il ne s'agissait que d'une scène curieuse, rangea alors son téléphone portable dans sa poche. Il savait que la vidéo ne transmettrait jamais ce qu'il avait vraiment ressenti, et, en silence, il décida que ce souvenir serait le sien seul. L'équipage, habitué aux urgences, comprit qu'il s'agissait d'une urgence d'un autre genre, une urgence humaine. Une hôtesse chuchota à une autre, « Ça, on ne l'apprend pas à la formation. C'est rare. » Sa collègue hocha la tête, les yeux embués de larmes. Il n'y avait plus de précipitation dans le service, plus de froideur. Tout tournait autour de cet axe de tendresse qui avait transformé la cabine en un lieu inoubliable. Et le millionnaire, qui avait toujours vécu par la rapidité des décisions, commença à se forger une lente résolution. Il savait, avec la lucidité de quelqu'un qui voit enfin la route après le brouillard, qu'il ne pouvait pas laisser cette rencontre se perdre à l'atterrissage. Quelque chose chez Clara l'appelait au-delà de la gratitude. C'était comme si le destin lui avait envoyé un rappel. Tu peux encore te transformer. Tu peux encore prendre un nouveau départ. Et ce rappel ne venait pas de conseils d'affaires ni de chiffres de plusieurs millions de dollars. Il venait des genoux d'une femme timide et de la respiration calme d'un bébé. Les conséquences ne se limitaient pas au présent. Chaque passager, sans s'en rendre compte, s'enrichissait d'une nouvelle perspective. La femme rentrait chez elle avec l'envie d'appeler son petit-fils. Le cadre pouvait annuler une réunion pour dîner avec sa fille. L'adolescent gardait un silence respectueux jusqu'à l'instant suivant où il voyait quelqu'un de vulnérable. Car assister à une telle scène, ce n'est pas seulement regarder. C'est être appelé à changer même légèrement. Si vous étiez là, que feriez-vous? Si vous n'étiez qu'un passager parmi d'autres, assis quelques rangées plus loin, prendriez-vous cela pour un incident curieux ou laisseriez-vous cela vous émouvoir? Donnez votre avis dans les commentaires. Mémoire si vous croyez qu'il y a des scènes qui ne s'effacent jamais, qui nous traversent et restent vivantes, même après des années. Le millionnaire ne parlait pas, il n'y avait rien à dire. Mais sa respiration, ses yeux, larmoyants et la façon dont il tenait son fils montraient qu'à partir de cet instant, il ne serait plus jamais le même. Ce vol ne consistait pas seulement à traverser des continents. Il franchissait la ligne invisible entre ce qu'il était et ce qu'il pouvait encore devenir. Et ce n'était que le début. Les conséquences profondes se faisaient encore sentir, et l'avenir qui allait naître de ce moment réservait encore des révélations que personne n'aurait pu prévoir. L'avion poursuivait sa route, régulière mais dans la cabine, personne n'était plus le même qu'au décollage. Le bébé dormait profondément, la tête posée sereinement sur l'épaule de son père, son petit poing serrant toujours le tissu de sa chemise comme s'il jurait de ne pas lâcher prise. Le millionnaire se balançait à un rythme qu'il venait d'apprendre, mais qu'il semblait avoir pratiqué toute sa vie. De l'autre côté, Clara restait présente, discrète, silencieuse, mais avec l'aura de quelqu'un qui venait d'enseigner au monde une leçon qu'on ne trouve pas dans les livres. Et c'est alors que la réflexion a commencé à émerger, d'abord dans les regards, puis dans les pensées, jusqu'à se transformer en une sorte d'atmosphère collective. Car ce que chacun a vu n'était pas seulement un enfant apaisé. C'était un rappel frappant de ce que nous oublions souvent. La vie est faite de gestes simples, mais qui changent tout. Le millionnaire, habitué aux applaudissements des dîners de gala et aux gros titres des journaux économiques, comprenait désormais que la véritable grandeur ne résidait pas dans ce qu'il accomplissait, mais dans ce qu'il autorisait. Se laisser aider, s'autoriser à être humain,
permettre à une autre personne de porter une part de sa douleur. Cette permission, si difficile pour celui qui s'était toujours protégé sous l'armure du pouvoir, lui semblait désormais une libération. Et il savait, lorsque cet avion atterrirait, le monde autour de lui resterait peut-être le même. Mais lui, il ne serait plus. Clara, quant à elle, ne cherchait rien au-delà de ce qu'elle avait déjà donné. Lui ne recherchait ni reconnaissance, ni rétribution. Sa présence était presque anonyme, mais l'impact de son geste était éternel. Elle avait démontré, par la force du silence, que le courage n'est pas le bruit, mais le dévouement, que la grandeur n'est pas le statut, mais la disponibilité, et surtout qu'il y a des moments où la vie nous offre la chance d'être le réconfort dont quelqu'un a besoin, ne serait-ce que pour quelques minutes, même s'il ne se revoit plus jamais, et les passagers, chacun avec son histoire unique, en garderaient une trace. Certains se souviendraient de la scène comme d'une anecdote curieuse. D'autres la raconteraient comme une anecdote de voyage. Mais certains ne l'oublieraient jamais, car ils comprenaient qu'y assister était plus qu'un simple coup de chance. C'était une invitation à regarder leurs propres enfants, parents, amis, collègues, et à réaliser que parfois ce dont ils ont besoin, ce ne sont pas des solutions grandioses, mais de présence. C'est ici que l'histoire s'ouvre à vous, l'auditeur. Car ce qui s'est passé dans cette cabine ne se limite pas au mur de l'avion. C'est le reflet de ce qui pourrait se passer n'importe où, dans une pièce calme, dans une file d'attente à l'hôpital, lors d'un dîner ordinaire. Qui seriez-vous dans cette scène? Le millionnaire qui découvre qu'il n'a pas à tout porter seul. Le bébé qui ne demandait qu'à être tenu? Ou Clara, la timide, qui, d'un geste improbable, a changé le cours de tout le monde? Peut-être avez-vous été chacun d'eux à différents moments de votre vie. Et c'est pourquoi cette histoire ne s'arrête pas à l'atterrissage. Elle perdure dans votre mémoire, dans votre regard sur ceux qui vous entourent, dans l'instant où vous choisissez de tendre la main au lieu de juger, dans la seconde où vous décidez de demander de l'aide au lieu de vous taire. Car en vérité, un jour ou l'autre, nous serons tous ce bébé qui pleure, ce millionnaire qui ne sait pas quoi faire, ou cette Clara qui, malgré sa timidité, trouve le courage d'agir. Si cette histoire vous a touché, laissez un mot dans les commentaires qui représente ce qu'elle a éveillé en vous. Cela pourrait être espoir, courage, accueillir ou tout autre récit qui décrit ce qui vous a marqué après ce vol. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant, car ce genre d'histoire ne se résume pas à une écoute ponctuelle. Elles sont faites pour être vécues, méditées et partagées. L'avion poursuivait sa route. La carte illuminée indiquait des kilomètres parcourus, mais personne ne traversait simplement l'espace. Ils se signaient eux-mêmes. Et la question qui flottait dans l'air, même inexprimée, était simple et puissante. Quand ton tour viendra, auras-tu le courage d'être sur les genoux de quelqu'un?